Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité avec Éric Revel, bonjour Valérie, bonjour à tous. Éditorialiste sur Sud Radio du lundi au jeudi 7h25, évidemment dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin, et vous êtes également directeur de la rédaction de l'Hémicycle. Exact, qui a fait une très longue et remarquée interview de Marine Le Pen il y a 3 semaines, qui a fait beaucoup parler. Julien Aubert, président d'Oser la France, bonjour, ancien député. Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image, vous êtes spécialiste en communication politique, et Mehdi Raïch, analyste politique. Bonjour. On va revenir sur le meurtre d'Aboubacar Cissé et ce terme d'islamophobie qui n'arrête pas d'empoisonner le débat. Faut-il parler d'islamophobie? Darmanin veut rétablir les frais d'incarcération pour les détenus. Gérald Darmanin, ministre garde des Sceaux. Les déserts médicaux avec la grève des médecins. Cyril Hanouna, candidat. C'est la une de Valeurs Actuelles à paraître demain. Ils l'ont rencontré. Il parle de son programme. Se présentera-t-il pour autant? On verra. Et puis les 100 jours de Donald Trump. Commençons avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Bon, on va commencer peut-être avec vous, Julien. C'est un coup de gueule sur ce qui s'est passé hier en Espagne. Oui, c'est un coup de gueule sur l'Espagne parce que ça montre bien le problème de souveraineté énergétique. Quand on disait il y a quelques années, attention à la politique de transition énergétique, on ne peut pas faire n'importe quoi. Les réseaux, l'équilibrage des réseaux, les modes de production, tout ça a un impact sur la vie des gens. J'avais même d'ailleurs fait un rapport qui parlait de blackout. Et là, on voit un pays européen à qui ça arrive avec les dégâts. Et on va voir ensuite d'ailleurs les conséquences, parce que les gens dans les hôpitaux, dans les ascenseurs, etc., ça peut avoir des conséquences dramatiques. Et donc, ça suppose peut-être de réhiérarchiser nos priorités et de faire en sorte qu'en France, ça n'arrive pas. On a d'ailleurs un débat bientôt sur la question de la souveraineté énergétique et de la PPE. Alors, on ne sait pas exactement tout à fait ce qui s'est passé, mais Éric, vous avez suivi. Oui. Alors bon, toutes les hypothèses courent. Ça a commencé par un feu dans le sud de la France qui aurait eu des impacts au Portugal et en Espagne. Bon, démenti, ça a continué par une attaque informatique, donc plutôt du côté russe, ça a été démenti. Mais vous voyez, alors moi je ne vais pas verser dans les... Mais je me demande si on saura un jour la vérité, parce que s'il y a eu une attaque informatique d'où elle vienne, je vois mal un gouvernement annoncer qu'en fait ils n'ont pas été capables de faire face à un blackout total, parce qu'en réalité, si c'est le cas, ça veut dire que la puissance des hackers informatiques est telle, parce que quand vous mettez en botte le système électrique d'un pays, vous mettez en botte tout le pays. En fait, c'est même pas la peine d'envoyer des chars ou d'envoyer des missiles. Il suffit juste. Donc, mais j'espère qu'on connaîtra la cause. Il y a une partie du Pays Basque aussi en France qui a été touchée, mais c'est vrai que c'est spectaculaire ce qui s'est passé. On a de la chance entre guillemets, parce que l'Espagne est une péninsule énergétique. Mais si c'était une attaque sur un pays comme la France, vous pouvez mettre à bas non seulement le système français, mais tout le système européen. Et là, vous avez 3 jours pour remettre de l'électricité en Europe. Oui. Réaction Non, j'ai rien à ajouter. On ne sait pas en fait la cause. Donc, non, mais c'est vrai que ça pose quand même la question de la souveraineté énergétique. Ce qui est inquiétant, c'est le fait qu'on ne sache pas la cause. Voilà, c'est vrai aussi. C'est inquiétant, c'est-à-dire qu'un pays est capable d'être totalement dans le noir, il n'a aucune capacité de réaction, personne n'a les informations, personne ne sait quoi faire. On a même perdu l'habitude de faire sans. On est tellement habitué à avoir de l'électricité tout le temps qu'on prend ça comme quelque chose de magique. Et donc aujourd'hui, si demain on coupe totalement l'électricité en France, je pense que c'est la panique un peu partout. Ah bah oui, comme ça l'a été, en Espagne. Dieu merci, on a des barrages hydroélectriques qui permettront de remettre du jus dans le... D'ailleurs, il me semble que ça a amené une coupure au Groenland. J'ai vu l'information que ça a eu des conséquences jusqu'au Groenland. C'est un coup de Trump, ça. Voilà. Comme il veut annexer le Groenland, il ne cherchait pas plus loin. On a trouvé. C'était ici sur ce plateau. On a trouvé l'origine. C'était la théorie du domination. Il y a un auditeur me dit évidemment la meilleure hypothèse est une vague de chaleur qui a fait un écart de température non maîtrisé par le système et une faille en cascade domino. Mais enfin bon, la chaleur en Espagne, c'est aussi ce qui a avancé. La chaleur en Espagne, c'est quand même pas nouveau. Ce qu'il faut expliquer, c'est que je dirais, on a des systèmes qui sont censés être résilients. Donc en réalité, ça ne doit pas arriver, ce genre de choses. Voilà. Éric, un coup de gueule?
Oui, je voulais vous parler du chiffre des demandeurs d'emploi, pas du chômage, mais des demandeurs d'emploi qui est tombé hier pour le premier trimestre, qui est un chiffre assez catastrophique. Ouais. Alors qu'il faut moduler, parce qu'en fait, on annonce 270 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. Alors, il y a des changements de règles du calcul comptable, c'est vrai, notamment on inclut maintenant les détenteurs du RSA, les jeunes qui sont en mission pour l'emploi. On inclut, avant, quand vous n'actualisiez pas votre demande de chômage mensuel, vous pouviez être radié, maintenant on les radie plus. Donc tout ça fait qu'évidemment le chiffre a un peu grossi, mais en réalité, on peut se demander si la conjoncture économique française n'est pas en train de se dégrader. On a assisté à une multiplication de plans sociaux. Et puis surtout, je pense à lui ce matin, je pense au président de la République, qui parmi les objectifs qui étaient encore peut-être atteignables, c'était celui du plein emploi en 2027. C'est ce qu'il avait promis. Le plein emploi, c'est pas zéro chômeur, Valérie. C'est un niveau structurel de chômage de 5%. Ça, Mais là, on est plutôt à 7,7 et on sera peut-être à 8 à la fin de l'année. Donc même cet objectif du président de la République, il peut pas être tenu en 2027. Non. Donc c'est un vrai sujet. Plus évidemment l'idée que aujourd'hui les chefs d'entreprise ont parfois des scrupules à licencier, parce que comme ils savent c'est très compliqué de réembaucher derrière, parce qu'il y a plein de secteurs qui sont en phase de pénurie de main d'œuvre. Parfois ils préfèrent avoir des sureffectifs plutôt que virer des gens et avoir du mal à les recruter si ça reprenait. Mais le niveau de la croissance française ne cesse d'être abaissé. En fait, quand vous regardez, on est un peu sur l'épaisseur du trait. On n'est pas en récession comme en Allemagne, mais on est un peu sur donc tout ça n'est pas très engageant et c'est un coup de gueule, coup de cœur pensé pour le président de la République qui ne tiendra pas non plus cet objectif. Voyez. Mais la hausse du nombre de demandeurs d'emploi, elle est mécanique en fait, c'est ça, c'est qu'il y a une nouvelle manière Il y a une partie. Si je vous donne les 3 chiffres, je vais vous les donner. Le chiffre, c'est 273 000 de plus. Ouais. Si vous enlevez les nouvelles règles de calcul, c'est plutôt 127 000 demandeurs d'emploi de plus. Et si vous enlevez encore la part qui est liée à ce que je vous disais tout à l'heure, l'actualisation, etc., on est plutôt sur une hausse de 10 000 à 15 000 demandeurs d'emploi de plus par mois. Ouais. Bon, voilà. Mais voilà, donc les entreprises ne recrutent plus, elles sont dans l'attente, elles ne savent plus trop sur quel pied danser, absolument, parce que l'Assemblée nationale, parce que le contexte géopolitique, bon, voilà, tout ça n'est pas très engageant. Tout le monde vous dit que le business n'est pas bon, enfin, dans les commerces et autres. La consommation des ménages, qui est le principal moteur de la croissance française, s'étiole. C'est-à-dire que les gens, en tout cas, n'investissent plus dans ce qu'on appelle des produits de biens durables. C'est-à-dire que quand effectivement vous achetez une voiture qui vous engage sur des années, si vous la prenez à crédit, vous y regardez à 2 fois avant de vous lancer dans un crédit. Donc il y a la consommation qui est en panne. Mais il y a aussi le superflu entre guillemets, les livres. Le livre, c'est pas superflu pour moi. Non, c'est pas superflu pour moi non plus, mais ce qui peut être le plus, ce qui peut être un petit plus. J'ai discuté hier avec une jeune femme qui a lancé sa marque de meubles pour enfants. Elle me dit que c'est une catastrophe absolue. C'est une catastrophe absolue. Elle me dit il n'y a plus personne. Et puis il y a le marché de l'occasion qui a changé la donne. La seconde main. La seconde main. Et c'est des boîtes qui tournent plus. Oui, mais il y a un problème d'instabilité fiscale aussi. Quand vous êtes une entreprise, comment est-ce que ça amène à mon coup de gueule, mais voilà, quand vous êtes une entreprise, comment est-ce que vous allez recruter alors que vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Là, on a le sentiment là qu'on est, et là aussi, je pense au président de la République. Quand je vois la proposition de François Rebsamen qui a été immédiatement retoquée, mais finalement, on fait preuve de beaucoup d'imagination pour inventer chaque jour l'idée d'un impôt supplémentaire. Non, on va y revenir dans un instant, parce que c'est votre coup de gueule. Pour l'instant, c'est l'heure du rappel des titres. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec Éric Revel, journaliste éditorialiste sur Sud Radio du lundi au jeudi à 7h25 dans le Grand Matin Sud Radio. Julien Aubert, vous avez été député et vous êtes désormais président d'Oser la France, c'est votre mouvement politique. Geneviève Gotzinger, spécialiste en communication politique, vous êtes présidente de l'agence Image, et Mehdi Raïch, analyste politique. Merci d'être là ce matin, on va revenir
sur le meurtre d'Aboubacar Cissé, avec l'arrestation de son meurtrier présumé et toutes les questions qu'on a un petit peu traitées hier d'instrumentalisation politique autour de ce meurtre. En tout cas, le meurtrier présumé affirme qu'il n'y avait pas d'intention islamophobe, puisque je dis que je ne veux pas employer ce mot, mais en tout cas d'atteinte contre l'islam. On va parler de Gérald Darmanin qui veut rétablir les frais d'incarcération, Cyril Hanouna, candidat, les 100 jours de Donald Trump, bref, beaucoup de sujets. Alors Geneviève, vous, effectivement, dans la continuité de ce qu'on disait, vouliez revenir sur ces hypothèses d'un nouvel impôt. Ah mais oui, mais c'est une imagination absolument incroyable. Ouais. Très peu d'imagination pour voir où on peut faire des économies dans le train de vie de l'État, dans les agences de l'État, mais en revanche une imagination absolument débordante pour inventer une nouvelle pression fiscale, de nouveaux impôts ici ou là. Alors la restauration éventuelle de la taxe d'habitation qui a quand même été l'un des marqueurs du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Pourquoi pas une contribution qui remplacerait la taxe d'habitation, ça c'était François Rebsamen. Et puis la suppression des 10% d'abattement fiscal pour les retraités au prétexte que ça serait lié à des frais professionnels. C'est pas lié à des frais professionnels, c'est lié au fait que les retraités ont une baisse de pouvoir d'achat quand ils cessent de travailler, ce qui est d'ailleurs complètement logique, et qu'ils ont par ailleurs des frais annexes beaucoup plus importants, notamment en termes de mutuelles, etc., etc. Donc il y a une justification à cet abattement de 10%, mais surtout ce qui me choque, c'est que on ne réfléchisse que dans une seule optique, qui est d'augmenter encore la pression fiscale, alors qu'on est déjà lanterne rouge de l'Europe. Et qu'on nous avait dit qu'il n'y aurait pas de hauts impôts, donc ça ne s'appelle pas hauts impôts, mais ça s'appelle prélèvement prélèvement truc. Il y a une très bonne tribune dans le Parisien ce matin, concours Lépine, des annonces de prélèvement. C'est exactement ça. Et effectivement, on a du mal à comprendre que d'un côté on nous dise qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts et que chaque semaine on ait une nouvelle annonce. Plusieurs choses. D'abord, il faut juste dire à nos auditeurs que demain, Jean-Jacques Bourdin reçoit Éric Lombard, le ministre des Finances, donc je pense qu'on en saura un peu plus sur les 40 milliards d'euros d'économies qui doivent être faits et qui ne sont pas suffisants. Écoutez, alors maintenant je vais vous dire, moi je suis absolument scandalisé par, d'abord, oui, vous avez raison, l'annonce de François Rebsamen, socialiste, d'une nouvelle taxe modeste. Parce que je rappelle quand même que la suppression de la taxe d'habitation a largement été compensée par l'augmentation de la taxe foncière. En plus, ceux qui payent la taxe foncière ont pu le constater. Donc en fait, l'État est incapable de réduire son train de vie. Alors Amélie de Montchalin, la ministre du Budget, a annoncé dimanche qu'on allait fusionner, réduire le nombre d'agences de l'État pour une économie de 3 milliards d'euros. Puis quand on lui demande mais comment vous allez faire, elle dit on va attendre en gros que les 180 000 fonctionnaires qui peuplent ces agences, pour certaines très utiles, partent à la retraite. Vous voyez. Donc en fait, on n'a pas de volonté, de courage politique. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc de toute façon, il n'y aura pas de réforme de la dépense publique. Donc, même quand vous supprimez des niches fiscales, parce que c'est une des mesures aussi dont vous n'avez pas parlé qui a été annoncée, pardon, moi je suis pas pour les niches fiscales spécialement, même si ça a servi aux DOM et aux TOM en matière d'investissement, mais quand vous supprimez une niche fiscale, en fait vous augmentez les impôts. Voilà. Donc en fait tout ça est sur la table. J'ai pas le sentiment qu'il y aura un courage et une volonté politique. Donc oui, malheureusement, j'espère que Lombard dira le contraire demain matin sur Sud Radio, mais malheureusement je crois que ça va se terminer par des hausses d'impôts, vous voyez, comme d'habitude. Pourquoi il n'y a pas d'économie ? Mais parce que en fait, l'État n'a pas la volonté politique. Je pense qu'on n'est pas loin du mur en fait. Je rappelle quand même que vous savez ce qu'on appelait le Club Med, le Club Med, ce que les Allemands appelaient les pays du Club Med européen, c'est-à-dire la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Aujourd'hui, sur les 4 qui constituaient le Club Med, qui était un ton un peu méprisant de la part des Allemands, il y en a 3 qui s'en sortent incroyablement. L'Italie, Madame Meloni a redressé les finances publiques de son pays. L'Espagne, le Portugal qui était en excédent budgétaire, et le petit canard noir absolu, c'est la France. Je rappelle que depuis Giscard d'Estaing en 1974, il n'y a pas eu un budget voté en équilibre dans ce pays. C'est-à-dire que chaque année, depuis 1974, l'État français a dépensé plus qu'il n'avait en recettes. Oui. Voilà. Ouais, après, le vrai sujet, parce qu'on parle souvent de l'État, l'État est aussi à l'os. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on fait des politiques de rabot. Donc on a des fonctionnaires, mais malheureusement, ils ont souvent plus les moyens de fonctionner. Et on a un problème
de répartition territoriale, parce qu'il y a des domaines où on manque de fonctionnaires et d'autres où on en a trop. En revanche, il y a 2 débats tabous dans ce pays. Un petit sur les collectivités locales, puisqu'on a quand même empilé des échelons en doublonnant des fonctions. Donc à un moment donné, on ne peut pas se payer non plus des gens qui à tous les niveaux font la même chose. Et puis un deuxième sujet qui est en fait le modèle social, auquel les Français sont très attachés, mais qui aujourd'hui vit par la dette, parce qu'en réalité, on fait des transferts fiscaux de l'État vers le modèle social, histoire d'équilibrer les comptes, et l'État lui-même s'endette. Donc ça revient en fait à dire que aujourd'hui, notre modèle social est payé par l'endettement. Et ça suppose un vrai débat politique. Souvent, on le commence par le débat comptable, le débat des recettes et des dépenses, mais en fait, il est le reflet de la manière dont vous faites fonctionner la société. On devrait d'abord avoir un débat politique pour savoir quel modèle social on souhaite, et ensuite, on en tire les conséquences. Maintenant, je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire que on commence toujours par dire on va faire des économies dans les dépenses, on les fait pas. On devrait s'interdire d'augmenter la pression fiscale. Il y a ensuite un sujet effectivement sur la décentralisation, la taxe foncière, la fin, je dirais, du lien entre les habitants et la commune dans laquelle ils vivent, le fait qu'on taxe les propriétaires parce que par la taxe foncière et plus les habitants. Enfin, ce sont là aussi des débats politiques qui ont des répercussions sur la manière dont ensuite les Français se sentent membres d'une collectivité au plan local. Et puis voilà, et ensuite on a effectivement le débat de savoir comment on fait des économies. Et ça supposerait effectivement d'avoir un vrai concours à l'épine. Il y a 2 points. On a un économiste à table, donc c'est intéressant. Mais sur la nature de la dette française, c'est plutôt une dette de rattrapage plutôt qu'une dette d'investissement. Donc ce qui aggrave ce sentiment d'aggravation de la dette, de la dépense publique et aussi de la fiscalité. Et le deuxième point qui est beaucoup plus politique, c'est comment on peut demander à une entité de l'État de s'auto-réformer sur sa propre dépense. C'est compliqué ce sujet-là, c'est-à-dire que le politique lui-même a une culture. En fait, il y a une culture d'entretien de l'État. Oui. C'est très difficile pour lui de s'auto-administrer et de dire moi je vais moins dépenser. Mais pourquoi il ne pourrait pas le faire? Alors, ça n'a jamais été fait. Je vais prolonger cette analyse que je trouve très bonne. D'abord, on peut avoir une vision keynésienne des dépenses publiques, c'est-à-dire si la dépense publique sert à faire de l'investissement public, voire à développer le bon fonctionnement des services publics, tout le monde est pour la dépense publique. En réalité, aujourd'hui, on emprunte simplement pour le fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a des frais de fonctionnement de l'appareil d'État au sens large qui sont tels qu'en réalité, on n'investit plus. On emprunte juste pour faire fonctionner quelque chose que les politiques ont été incapables de réformer. Maintenant, vous avez tout à fait raison. Moi, je suis pas du tout un fervent admirateur de Trump, où là, je suis très inquiet des positions qu'il prend. Mais il y a une chose sur laquelle on devrait s'interroger, c'est que lorsque vous voulez faire bouger un système, politique, physique, économique, si vous nommez des gens qui ont participer à l'élaboration du système, alors le système ne sera jamais réformé. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en France, en réalité, qui dirige les ministères? C'est plutôt des énarques qui vivent, qui ont été formés par l'École nationale d'administration, que d'ailleurs Macron a supprimé pour renaître de ses cendres. Mais d'une manière générale, n'importe quel physicien vous le dirait, si vous voulez réformer, si vous voulez faire avancer un système, ne prenez pas pour réformer le système des gens qui vivent, qui ont construit et qui gèrent le système, parce que vous n'y arriverez jamais. Donc de ce point de vue-là, je vais vous dire, je sais pas ce qui va se passer, parce que j'entends tellement de choses catastrophiques aux États-Unis, mais le fait que Trump s'est dit, mais en fait moi je vais nommer des gens qui sont hors système pour tenter de faire évoluer le système, avec le même problème qu'en France, c'est-à-dire aussi une administration pléthorique. Et je trouve l'idée, je sais pas si elle sera réalisable, si ça va pas aller dans le mur, mais je trouve l'idée intéressante et pleine de bon sens. Voilà. Après, il est très caricatural, Donald Trump, sur ce sujet. Je ne suis pas un admirateur de Trump. Je voudrais réagir en tant qu'énarque et membre de la promotion d'Emmanuel Macron, qui l'a supprimé. Personne n'est parfait. Voilà. D'abord, il faut bien distinguer. Alors c'est vrai qu'il y a au niveau de l'État une superstructure, ce qu'on appelle un État profond, des corps administratifs, et en même temps ils sont parfois aussi les gardiens. Je sais que ça va pas être populaire, mais on va dire d'une forme de rationalité. Alors, il y a un débat qui doit y avoir avec le politique. Le problème, c'est quand le politique ne joue pas son rôle. C'est-à-dire que le rôle du politique, c'est pas de penser comme un fonctionnaire. Quand bien même, on est un fonctionnaire. Et on peut être un fonctionnaire et penser différemment sur l'État. On peut, je dirais, aller chercher aussi des gens qui sont à l'extérieur. Je dis ça parce que parfois, j'entends un faux débat dire
si l'État était géré comme une entreprise. Mais le manque de peau, l'État, c'est pas une entreprise. Oui. Et on pourrait avoir un vrai débat. Vous avez des structures de coûts, vous n'avez pas de gains en face. Il y a des choses qu'on peut gérer comme une entreprise, mais dans ce cas-là, on les privatise. Moi, je suis par exemple pour que, je dirais, l'indemnisation des chômeurs, enfin le placement des chômeurs, je suis pour que ça revienne au privé, qu'on supprime, je dirais, cette part qui, à mon avis, ne relève pas de la sphère publique. En revanche, vous avez des choses, malheureusement, ce sont essentiellement des structures de coûts. Et d'ailleurs, ce qu'a fait le Doge aux États-Unis, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. On arrive comme la rapette sur le bas-rocher, en ayant des idées toutes faites, en sachant comment les gens fonctionnent. En réalité, ça suppose d'aborder l'État non pas comme un ennemi, mais de l'aimer. Parce que si vous n'aimez pas les fonctionnaires, si vous n'aimez pas le service public, si vous ne comprenez pas les missions qu'on donne aux gens, c'est comme aller dans une entreprise en disant « moi je vais redéfinir votre objet social » sans comprendre pourquoi les gens se lèvent le matin. Et donc vous n'aurez pas l'adhésion parce qu'à un moment donné, vous êtes obligé de fonctionner aussi en partenariat avec les gens. Ça ne doit pas être une excuse. Pour dire on ne fait rien. Je suis d'accord avec une partie du diagnostic consistant à dire que effectivement depuis 30 ans il y a eu une espèce de défaitisme, parce que on met des grandes commissions, etc. qui n'aboutissent sur rien. Un peu de courage politique, en revanche, à mon avis, permettrait de triompher de certains problèmes. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio et on va revenir sur le meurtre d'Aboubacar Cissé. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, de retour dans le studio de Sud Radio avec vous, Mehdi Raïch, votre coup de gueule, il est en lien avec la scène qui s'est passée. De manière générale, je pense qu'aucune personne en France n'est capable de définir ce qu'est réellement l'islamophobie. Je peux l'affirmer, je connais parfaitement comment fonctionne la charia, je peux citer les sources s'il y a besoin. Le Coran, la Sunna, l'Ijma, c'est-à-dire le consensus des 4 écoles de jurisprudence, et Rayas, l'analogie. Et moi, ce qui m'agace, c'est lorsque je vois la totalité de la gauche, ça va de Marine Tondelier, Jean-Luc Mélenchon et encore Mathieu Pigassière, qui utilisent ce terme, notamment le terme d'islamophobie d'État. Alors, quand on affirme une chose, le principe, c'est que la charge de la preuve vous revient. Oui. Donc, j'aimerais bien qu'une personne me cite une loi islamophobe dans ce pays, si tant est qu'il arrive à en définir une. J'aimerais bien ensuite que... hier ou avant-hier à la manifestation, vous aviez des gens qui haranguaient la foule en disant on va revenir sur la loi islamophobe, l'interdiction du port du voile à l'école. Mais c'est pas une loi islamophobe. On interdit un vêtement. C'est pas, mais le vêtement étant le vêtement qui symbolise... Le concept d'islamophobie ne fait aucune distinction entre l'islam, qui a un corps doctrinal, avec ses lois tout simplement, et le musulman, qui lui a tous les droits. On peut s'attaquer librement, comme on veut même, très violemment à une idée. Et je crois sincèrement, je crois qu'en France, on a oublié ce qu'était de s'attaquer à une religion ou à une idée. Derrière le respect des religions, je vous assure, et pour connaître bien le cas algérien, ce qui s'est passé dans la décennie noire algérienne, je répète quand même la loi, ce qu'on appelle la loi sur la concorde civile de 99, lorsque l'État algérien a demandé aux terroristes islamiques de déposer les armes, il y a eu une entente entre deux. C'est-à-dire que l'État a dit, on fait une concorde, c'est aller beaucoup trop loin, on se serre la main, on se serre bons amis, et voilà ce qui se passe. Je ne sais pas si on se rend compte, moi quand je vois les filles agir sur ce sujet, je me dis, mais en fait ils vont avoir le même destin politique que le parti Toudé, c'est-à-dire qu'ils pensent contrôler... Le parti Toudé. Mais oui, ils pensent contrôler une partie des fréristes. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'ils sachent ce que c'est exactement qu'un frériste. Et ils font ce pari cynique de dire, on va voir la communauté musulmane qu'on a un ensemble très homogène. On fait ce pari que eux ils vont voter pour nous, et on verra ce qui se passe. En fait, c'est toujours le rêve trotskiste, le rêve lambertiste derrière Jean-Luc Mélenchon, de se dire on va renverser la table. Et le pari cynique, c'est de dire les musulmans vont m'y aider. Mais je trouve ça d'un cynisme absolu. Je trouve ça dangereux. Et en plus, c'est utiliser des forces qu'ils ne comprennent pas. Ça fait plusieurs fois ici que j'interviens pour parler d'islam. J'ai même repris le recteur de la mosquée de Paris sur ce sujet. J'ai même cité les tafsirs d'Ibn Kathir, de Tabari. Je peux même citer un ouvrage comme celui d'Ibn Taymiyyah, qui est le plus grand penseur, c'est cher l'islam. Et il n'y a pas de réponse en face. On ne fait toujours pas cette distinction entre le dogme, qui est l'islam, et en l'occurrence l'islam sunnite en France, et les musulmans. J'ajoute un dernier point. Dire que il y a un sentiment d'islamophobie ou que la chose est islamophobe.
je tiens quand même à signaler que l'islam par essence serait islamophobe. Je peux vous citer, par exemple, je sais pas, la sourate 5, verset 33 au hasard, qui parle que toutes les coupables de corruption sur terre, c'est-à-dire toutes les personnes qui ne croient pas en Allah, qui s'attaquent à Allah ou au prophète, doivent être crucifiées ou décapitées. C'est exactement le verset qu'utilise Daesh pour décapiter les mécréants, les apostats ou ce qu'on appelle les associateurs, les personnes qui ne croient en une autre personne qu'Allah. Donc par essence, dans ce cas-là, de définition que donne par exemple LFI avec sa probable commission d'enquête, l'islam deviendrait islamophobe. Parce que l'islam, dans son texte, dans sa charia, dans la sunna, dans le Coran, dégage elle-même de relents des stéréotypes négatifs. Ça n'a aucun sens, ce débat n'a aucun sens, il est juste passionnel, il est manipulé politiquement, juste par cynisme politique. Thomas Porte, il y a une demi-heure, Yael Braun-Pivet, avec l'aide du RN, refuse une minute de silence pour Aboubacar Cissé, la honte, islamophobie décomplexée. Ça veut rien dire. Alors vous voyez Julien Aubert... Non, je trouve ça très intéressant, parce qu'à la base, il y a un drame humain, quelqu'un qui se fait tuer, et moi j'essaie toujours, quand je raisonne, parce qu'il y a un sujet sur l'islam dans ce pays, on voit bien que on n'arrive pas à le définir, on n'arrive pas à se l'approprier, on n'arrive pas à en débattre. J'essaie toujours de me dire, voilà, demain, il y a un fidèle catholique qui est tué dans une église par quelqu'un qui se filme. Comment est-ce qu'on dirait ? Est-ce qu'on dirait c'est de la cathophobie ? On ne dirait pas c'est de la cathophobie, on dirait c'est un acte éventuellement anticatholique. On a voulu souiller une église, on a voulu insulter une religion, on a voulu tuer un fidèle catholique. Donc moi, je préférerais parler d'un acte anti-musulman, si tant est que l'enquête prouve que effectivement le type s'est filmé en disant voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est à travers ce drame, effectivement, l'instrumentalisation qui en est faite et la manière. Alors, le mot islamophobe, je dirais, me gêne pas en soi par sa construction. Je peux comprendre de dire, ça veut dire la peur de l'islam, comme on peut avoir la peur d'une religion, et c'est pas un délit. Le problème, c'est qu'effectivement, l'extrême gauche l'utilise comme bélier pour en réalité démolir la laïcité et pour essayer effectivement d'appliquer ce qu'ont fait les démocrates américains, de s'appuyer sur des minorités en espérant un jour prendre le pouvoir. Et c'est ça qui est effectivement dangereux, et je vous rejoins là-dessus. Mais je crois que ça en dit autant sur LFI que sur ce pays, qui est comme, je dirais, obsédé par la question de l'islam, comme si nous avions 80% de la population qui pratiquait cette religion. Enfin, c'est 10% des Français, ils sont pas tous pratiquants, ils sont divers. Vous avez des musulmans turcs, vous avez des Marocains, vous avez des Algériens, ils s'entendent pas. Enfin, je veux dire, et on en fait un sujet, comme c'était le problème numéro 1, et je pense que ça participe aussi de quelque chose qui est plus dangereux, qui est pour tous les musulmans modérés qui vivent tranquillement leur religion dans leur coin, le fait de se dire finalement ce pays ne m'aime pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils accréditent leurs anticipations en disant vous êtes islamophobe, donc effectivement, au bout d'un moment, ça finit par rejaillir sur les musulmans modérés. Oui, Eric, sur cette séquence. Oui, d'abord, ce qui s'est passé dans cette mosquée, c'est pas un meurtre, c'est un assassinat, puisqu'il y a préméditation, il faut le savoir. Alors, je sais que le suspect qui s'est rendu dans un commissariat italien hier indique qu'il n'en voulait pas à la religion de l'islam, bien que dans la vidéo qu'il met en scène, il a des mots très durs sur cette religion. Après, il dit aussi qu'il voulait tuer 2 ou 3 autres personnes en plus parce qu'il voulait rentrer dans l'histoire comme un serial killer. Donc en fait, personne ne sait en réalité là. Alors ce qui est quand même un peu dégueulasse, je vous le dis comme je le pense, c'est la façon, dont il y a eu une récupération politique de l'extrême gauche. Quand même, il faut le dire. D'abord, ce sont les mêmes qui vous expliquent quand la droite réagit sur des meurtres abominables qu'elle fait de la récupération politique. Mais là, les médias bien pensants ne notent pas que c'est une récupération politique. Puis alors, attendez, il y a encore plus choquant. Il y a cet assistant parlementaire de Madame Soudet, je crois, qui lui appelle à créer des milices d'autodéfense dans ce pays. Mais pardonnez-moi, les milices d'autodéfense, ça renvoie au lexique du fascisme et de l'extrême droite la plus virulente qu'a connue ce pays. Personne ne dit que ce type de déclaration est une déclaration fasciste et d'extrême droite. Ça me choque énormément. Le type, il appelle à l'intifada. Bon. Donc, si vous voulez, tout ça crée un climat absolument terrifiant. Qui fractionne un peu plus le pays, qui a pas besoin de ça, parce qu'il y a tellement de sujets de fracture aujourd'hui que je sais même pas comment on va en sortir. Mais ce qui m'inquiète, c'est que quand même, Jean-Luc Mélenchon a pour velléité, en tout cas, il a jamais dit le contraire, d'accéder au pouvoir. D'accéder au pouvoir. Mais c'est le calcul politique que fait. Mais si vous voulez, je sais pas si, dans les sondages, c'est le moyen pour lui, pense-t-il. Non, mais alors peut-être renverser la table, c'est-à-dire, il veut prendre le pouvoir par les urnes ou par la rue.
parfois je me pose la question. Parce que si c'est par la rue, par définition, c'est pas une démarche démocratique, Monsieur Mélenchon, c'est autre chose. Il faudrait que vous précisiez les choses. Donc tout ça, si vous voulez, est quand même très inquiétant au moment où on se demande ce qui va se passer en 2027 pour le pays et qui va diriger ce pays. Non, mais il est dans une démarche de bordélisation générale de la politique, donc il n'est pas dans une démarche démocratique, Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'ai quand même été aussi gênée. Alors, le thème islamophobie. Me gêne et me gêne pas. En fait, on a le droit d'être islamophobe, comme on a le droit d'être catophobe si on estime que finalement le dogme. Pourquoi il y a tant de pédophilie dans l'Église ? Voilà, on peut se dire, voilà, par rapport à ça, il y a peut-être quelque chose dans le dogme ou dans je ne sais quoi, l'organisation qui fait que, et ça peut me rendre catophobe. Voilà. Islamophobe, on peut se dire, oui, voilà, c'est une religion qui peut-être infériorise la femme, donc je peux être islamophobe pour cette région. Peut-être. Voilà, non mais peut-être ou sûrement. Non, mais toutes les religions un peu quand même. La grande je peux être judéophobe. Je peux être judéophobe parce que la race élue, ou le peuple élu, plutôt, j'aime pas trop. Voilà, donc je peux être tout phobe. Le problème, c'est de dissocier le dogme et la religion de l'humain. Voilà, dissocier le dogme du musulman. Vous dites catophobe, on voit très bien, on peut être contre la religion. Quand on dit islamophobe, ça veut dire qu'on englobe l'ensemble des musulmans. Et c'était la stratégie, c'est ce que vous nous avez expliqué, si je ne me trompe pas, de la doctrine des frères musulmans. C'est qu'à partir du moment où vous critiquez l'islam et une certaine forme d'islam, vous critiquez tous les musulmans. Oui, c'est ça, sauf que c'est faux. Sauf que c'est faux. Mais après, ça a quand même été géré sur un plan politique, pas forcément de manière très habile par le gouvernement. Il n'y a pas eu vraiment de concertation dans la réponse qui a été donnée. Non, pardon, chacun y est allé de son côté. François Bayrou parle d'islamophobie, Bruno Retailleau parle d'autre chose. Le gouvernement lui-même n'est pas capable de faire cette distinction. Il prend ouvertement le sujet via la manière dont l'amène les filles sur la table. La proposition de commission d'enquête parlementaire sur l'islamophobie, elle réintroduit indirectement le délit de blasphème. Puisque dans la manière dont elle est construite, la définition qu'il donne, c'est celle empruntée au CCIE, qui est juste l'amicale des fréristes européens, qui ne fait pas de distinction entre islam et musulmans. C'est-à-dire que s'attaquer directement à l'islam, c'est s'attaquer aux musulmans. Donc le problème, c'est un problème de fond qui est très grave. Parce que c'est-à-dire qu'on dynamite littéralement le débat public sur ce sujet. On peut avoir un questionnement sur l'islam et notamment l'autorité religieuse, parce qu'il y a un vrai problème dessus, mais on n'a pas le droit de s'attaquer aux musulmans. Lui, il a tous les droits, c'est un citoyen comme les autres. Mais la manière dont le débat est amené fait qu'on ne peut plus faire cette distinction. Et LFI s'en sert très bien. Et ça, c'est l'argument frériste. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et de retour avec vous. Alors, on va changer de sujet, mais je vois à l'instant notre confrère Paul Laroutourou qui tweet: la famille d'Aboubacar Cissé est reçue à l'Assemblée nationale, invitée par l'écologiste Sabrina Sebali, en présence d'Olivier Faure, de Sandrine Rousseau, de François Ruffin et d'Ercilia Soudet. Le petit frère, l'oncle et les cousins arrivent avec Assa Traoré. Non, donc quand on parle de récupération, on est en plein dedans. On pouvait difficilement. C'est même une insulte. Ça fait vraiment charognard. C'est charognard et une insulte à ce pauvre. Mais quelle honte, ce pauvre jeune homme. Ouais. Il a quand même est mort de 40 coups de couteau. Il n'a rien demandé à personne. Il est en train de prier tranquillement dans sa mosquée. C'est une monstruosité. Oui, le crime en lui-même est absolument abominable. Mais on rappelle effectivement qu'il y a eu la jeune Lorraine 2 jours avant, et on en parlait en antenne avec Julien Aubert, et c'est ce que moi je disais aussi vendredi quand je voyais les politiques qui se pressaient à répondre sur la violence des jeunes, etc. On a un nombre de timbrés en liberté, pardon de le dire comme ça. Alors c'est pas une excuse, on nous dit toujours irresponsable et tout, mais on a quand même des gens qui sont en grande détresse psychologique. Moi, je pense qu'il y aurait matière à une grande politique publique pour le coup de prise en charge des risques psychologiques. Parce que on voit bien sur les sujets tous ces loups solitaires, etc., terrorisme, la violence scolaire, on voit bien que ce gamin, mais aussi tous les gens qui sont aujourd'hui à la lisière de la pauvreté, de la marginalisation. Il y a souvent des éléments psychologiques. Hier, j'étais avec des travailleurs sociaux qui me disaient qui travaillaient un peu dans l'insertion. Ils disaient, il y a 10 ans, on avait peut-être un jeune sur 5 qui avait des troubles psychologiques. Aujourd'hui, c'est les 3/4 pour lesquels on est obligé de faire des suivis. Donc, je dirais cette violence muette,
En réalité, elle existe, et puis parfois elle explose, et on cherche en réalité une explication par rapport à ce que la personne a dit au moment de l'acte, alors qu'en réalité, il faudrait aller dans les tréfonds il y a tout un de tas ce qui de se passe dans la facteurs société. avant. Et je pense même que le trafic de drogue, la désespérance sociale et l'isolement a aussi un lien avec ça. Et on n'a pas mesuré, je pense, les conséquences notamment du Covid sur les jeunes et la détresse psychologique que ça entraîne. On est en train de le payer, on va le payer. Il y a une jeunesse qui est dépressive dans ce pays, et on se rend pas compte des conséquences que ça peut avoir, et des fois juste des thématiques. Par exemple, le sujet de l'islam, et même des fois le chômage, ça peut vous emmener dans des détresses. Des co-anxiétés, on l'a vu avec ce qui s'est passé dernièrement, malheureusement. Ça peut emmener à des drames ou des pétages de câbles, littéralement. Quelques mots sur la une de Valeurs Actuelles à paraître demain. Cyril Hanouna, candidat à l'élection présidentielle. Alors Cyril Hanouna a annoncé qu'il il s'exprimera ce soir sur son antenne pour dire s'il a l'intention de se présenter. Néanmoins, il y a quand même, je crois que c'est 11 pages, 8 ou 11 pages que je n'ai pas lues. Il y a eu une rencontre avec Cyril Hanouna, donc c'est pas totalement fabriqué. 2027, le candidat. On nous promet des révélations. Eric Revel, j'ai pas lu, mais bon, c'est un très beau coup pour Valeurs Actuelles d'en parler et de le mettre en une, parce qu'on s'attend à des unes de Valeurs Actuelles, mais pas forcément avec Cyril Hanouna. Non. Bon, maintenant, ça fait, je pense, plusieurs années que Cyril Hanouna réfléchit à cette possibilité. Alors, est-ce qu'il imagine un destin à la Pepe Grillo ou à la Zelensky? Est-ce que, on se souvient de Coluche, qui incarnait pas du tout le même genre de personnage, mais qui s'était à un moment donné présenté, qui avait été assez haut dans les sondages, 15%. Bon, je n'en sais rien. Est-ce que c'est simplement une sorte de buzz pour permettre aussi à Cyril Hanouna et à son image de perdurer jusqu'à son prochain emploi sur W9 et dans le groupe M6? Je n'en sais rien. Parce qu'il est signé quand même avec une chaîne de télé et un groupe pour faire de la radio. Donc on l'imagine mal annonçant une candidature alors qu'il pourrait pas être à l'antenne s'il annonce. Ça serait décompté de cette antenne. En fait, il serait candidat. Donc il y aurait une espèce de décompte par l'Arcom. C'est pour ça qu'il n'a pas confirmé. Voilà. Sur le temps de parole de cette chaîne, donc ça serait un peu compliqué. Donc il va pas pouvoir confirmer sa candidature en fait. Ce soir, c'est impossible. Après, c'est un joli buzz. Avec Zemmour, qui pendant quelques mois a été candidat putatif et continue à être à l'antenne. Ma première réaction quand j'ai lu les propositions vous les avez lues, de Cyril Hanouna? Oui, ça a été parce qu'il y a des choses comme par exemple de voir les conséquences politiques, la réduction du nombre de députés, l'impact territorial, etc. Mais le SMIC à 2200 €. L'erreur, mais je pense que l'erreur serait de faire, comme je vois dans la classe politique, de mépriser. De traiter ça par le mépris, absolument. Pourquoi ? Parce que premièrement, la disqualification de Marine Le Pen ouvre la place à, je dirais, un rôle de trublion, ou en tout cas de celui qui s'attaque au système. Et de ce point de vue-là, ça lui laisse, je dirais, un espace, à mon avis, considérable. Deuxièmement, parce que tous les gens qui vous disent « Non mais nous, attendez, nous on est compétents, on a le diplôme », regardez l'état du pays. Donc le Français qui aujourd'hui galère, il se dit « Écoutez, j'ai élu Macron, j'ai vu ce que ça a donné, donc finalement, pourquoi pourrait-il faire pire ?» Et la troisième raison, c'est que évidemment, dans les mesures, moi je ne suis pas d'accord, mais parce qu'elles sont le reflet d'un besoin. C'est-à-dire que quand il dit « on réduit de 30% les députés », je pense que c'est pas la bonne solution, mais ça correspond à un besoin des gens qui disent finalement pourquoi je paierai tous ces types qui s'engueulent à la télévision et ma situation ne s'améliore pas. Donc il est à travers, je dirais, l'expression d'une proposition, il est aussi le reflet d'une demande instinctive de la société française qui est de dire moi je veux une démocratie qui fonctionne. Donc moi je le mépriserai pas, d'abord parce que je veux dire il est crédité de 11%. Non mais attendez, on l'a vu, Zelensky a fait ce parcours-là. Donald Trump est une forme de saltimbanque milliardaire certes, mais qui a réussi. Et donc je pense que la société française est suffisamment malade et suffisamment sens dessus dessous pour à un moment donné trouver des échos. Mais vous savez, moi je reconnais quelque chose à Cyril Hanouna, au-delà des formules d'émissions qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi je me souviens quand je participais à BTP, qui était l'émission de débat qu'il avait lancée, ça a été un des premiers, puisque l'émission était en public, ça a été un des premiers, sinon le premier, à inviter aussi massivement des gilets jaunes. Parce que la plupart des médias se pinçaient le nez en parlant du grand mouvement des gilets jaunes, et Hanouna, alors par réflexe politique ou par sentir finalement ce qui se passait, a été l'un des premiers ou le premier à leur donner massivement la parole. Un leader politique, c'est aussi
aussi, alors je sais pas si c'est un leader politique, mais c'est aussi quelqu'un qui sent les mouvements de la société et qui sait les mettre à son profit ou en faire une cause politique. Bah ça, en tout cas, on peut pas lui retirer, me semble-t-il. On peut pas lui retirer. Et puis il a fait une nouvelle forme d'interview politique aussi quand il a reçu Jean-Luc Mélenchon, Gérald Darmanin et autres. C'est moi qui l'avais interviewé sur son programme économique, je me souviens. Jean-Luc Mélenchon, pas Cyril Hanouna, il n'était pas candidat à l'époque. Vous pourrez c'est peut-être intéressant l'interroger. parce que là, je pense que beaucoup vont lui faire les critiques. Oui, mais c'est un candidat d'extrême droite, enfin je sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui était lui-même choqué de ce qui se passait avec les Gilets jaunes. Je pense que l'événement des Gilets jaunes a été un événement marquant pour lui. Bien sûr. Et ça a développé un certain sens politique. Je suis d'accord, je pense qu'il est assez intelligent. Je pense qu'il a compris qu'il y avait effectivement un chemin quelque part à se frayer entre la non possible candidature de Marine Le Pen et ce qui se passe à gauche. Et je pense qu'il est symptomatique d'une attente qu'il y a dans la population. C'est certes très populiste et on voit les mesures qu'il prend sur le Guantanamo français, sur le SMIC à 2200 €. Il y a plein de choses à dire sur ce sujet. Où il me semble il y a aussi une réforme peut-être. Enfin, j'ai vite fait regarder les mesures, mais il y a une véritable attente et je prends cette candidature non pas au sérieux, mais elle est symptomatique de quelque chose qui est intéressant dans la société française. Populiste. Quand on dit le SMIC à 2300, c'est irréalisable économiquement, Oui. mais c'est pas populiste dans le sens où les gens disent mais moi je n'arrive plus à m'en sortir. Absolument. Les prix augmentent. Absolument. Et donc ils attendent qu'on leur donne une solution. C'est justement ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il a compris. Je pense qu'il est capable de prendre le pouls de la société. J'aime pas le mot populiste, vous l'aurez compris, c'est comme islamophobe. Oui, très bien. Mais il a compris qu'il est capable de prendre le pouls de la société française et de voir les dysfonctionnements. Le drame, c'est qu'on voit dans ses propositions qu'il ne comprend pas la manière dont une partie de l'État ou de l'économie fonctionne. Et donc les conséquences peuvent être, à mon avis... Oui, ça va nous amener à parler peut-être de Trump et des 100 jours de Donald Trump. Parce que lui aussi a décidé de jeter un pavé dans la mare, un énorme pavé, et de tout, peut-être Geneviève... Trump sur Trump, sur les 100 jours de Trump. Bilan positif ou négatif? Il a perdu beaucoup dans les sondages. On voit qu'il y a quand même... Il a quand même dynamité tellement de choses en 100 jours, c'est assez le wokisme, il est revenu sur les taxes, il est revenu sur beaucoup de choses qu'il avait annoncées. Néanmoins, il a mis les pieds dans le plat. Une vraie révolution conservatrice quand même aux États-Unis. Des craintes pour moi pour ce qui concerne le fonctionnement démocratique de ce pays à terme. Une manière de dynamiter aussi l'ordre international tel qu'il existe, fondé sur l'égalité des nations, en fait, quelle que soit leur taille, l'égalité souveraine des nations. Ça n'existe plus. Lui entre dans la loi de la force, comme Poutine, comme des dictateurs. Donc moi, c'est quelqu'un qui m'inquiète. Je trouve pas ces 100 jours positifs. Je trouve pas grand-chose. Voilà, ça ne me rassure pas, effectivement. Ouais, parce qu'on voit que l'économie américaine commence il a quand même une capacité à revenir en arrière. Il est quand même plus pragmatique qu'on ne le dit. On disait hier, il lance des choses et il attend de voir ce qui peut retomber. Ça s'appelle la négociation. C'est un deal maker. Mais on voit quand même qu'aux États-Unis, en ce moment, par exemple, je voyais ces images de Las Vegas, ville morte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de touristes à Las Vegas, qui était en grande partie, qui recevait beaucoup de touristes canadiens. Les Canadiens, semble-t-il, ont mis leurs appartements en Floride en vente. Il y a une baisse du tourisme. Tu vas me dire, c'est pas ça qui va faire chuter les États-Unis, mais il y a une inquiétude aussi dans la population américaine. Il y a une baisse du tourisme mondial en direction des États-Unis. La plupart des agences de voyage, y compris depuis la France, le constatent. Il y a aussi des problèmes pour Monsieur Musk et la vente de ces fameuses Tesla, puisque aujourd'hui son cours de bourse s'effondre parce que les gens n'ont pas envie de s'accoler l'image de Monsieur Musk en roulant dans une Tesla. Les pays du Nord, Suède et Norvège, ont lancé un mouvement marrant, c'est qu'ils ont collé derrière leur Tesla acheté avant Musk les autocollants en disant je l'ai acheté avant tout ça, quoi. Donc me tirez pas dessus, m'emmerdez pas, j'y suis pour rien. Non mais moi je vais vous dire, je reconnais un truc à Trump quand même, c'est son courage politique. Oui. En fait, on ne pouvait pas dire qu'on n'était pas prévenu. Quand il fait campagne, on est tellement habitué à ce que des hommes politiques disent des choses pendant la campagne et ne les font pas ou ne passent pas la démultiplier une fois qu'ils sont au pouvoir que finalement, on s'est dit non mais tout ce qu'il a annoncé, il le fera pas. Ben si, en fait, il l'a annoncé, il le fait. Alors avec les conséquences que ça risque d'avoir. Vous voyez, par exemple, une des conséquences qu'on n'aborde jamais et qui va, à mon avis, alors salutaire ou pas, mais en tout cas qui va remettre en cause tous les piliers sur lesquels on a
construit l'après Seconde Guerre mondiale. Tout ce qui est né de ce qu'on appelait des accords de Bretton Woods, la création du FMI, la création de la Banque mondiale, la création ensuite de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. En fait, d'une certaine manière, il a balayé d'un revers tout ça. Alors, je sais pas s'il fait table rase de toutes ces organisations internationales qui n'ont pas forcément montré leur efficacité non plus. Bon, parce que s'il suffisait d'avoir des crédits de la Banque mondiale ou du FMI pour développer un pays en Afrique ou développer Madagascar, ce serait depuis longtemps. Ce que je veux dire, c'est que d'une certaine manière, son coup de pied dans la fourmilière est tellement important, avec tous les risques que ça entraîne pour le reste du monde, que en fait, est-ce que de ce mouvement de chaos qu'il a mis en place ne va pas naître un monde différent, c'est sûr, mais pas forcément pire que le monde qu'on connaît aujourd'hui. Vous voyez ? Voilà. Moi, c'est la question que je me pose. Ça, c'est la question que je me pose. Parce que, bon, on verra les mi-termes, c'est dans 1 an et demi, 2 ans, bon, on verra, il risque d'être balayé. Mais aujourd'hui, mettez-vous à la place de ce type, qui est un milliardaire, qui est un animateur de télévision, qui est aujourd'hui l'homme le plus puissant du monde, qui a été réélu de manière plus que triomphale. Je veux dire, quand on écoutait les commentateurs en France, c'était complètement planté. Donc, mais avec un ego surdimensionné, mais aujourd'hui, c'est plus un ego surdimensionné qu'il a. Comme il dit, je dirige les États-Unis et le monde. Alors, il a l'outrecuidance de le dire, mais en réalité, c'est pas totalement faux. Non. Alors Julien, peut-être, pardon, puis après pour quelles conséquences, Eric, c'est surtout ça. Pour quel résultat ? Il faut différencier la manière et le fond. Sur le fond, il reflète la volonté du peuple américain de reprendre le contrôle de son destin. Ouais. Je ne critique pas la volonté protectionniste, je ne critique pas la volonté de revenir sur une partie des dégâts de la mondialisation. Je les comprends. Maintenant, il le fait mal, dans le sens où il veut le faire rapidement. Et deuxièmement, il le fait mal surtout parce que les premières victimes de cette politique tarifaire vont être les fameuses classes populaires américaines qui avaient voté pour lui dans l'espérance d'un destin meilleur. Et c'est ça, à mon avis, qui va lui revenir en boomerang. Après, on avait toujours un débat, etc. Ça montre que le politique, quand il veut, peut. Alors après, on peut ne pas être d'accord avec Donald Trump, mais en tout cas, il aura essayé. Mais voilà, je crois qu'il faut bien garder tout ça. Après, moi, ce qui m'effraie, c'est quand il dit « je suis très content », il y a des gens qui meurent en Ukraine, il y a des Américains qui ont perdu leur boulot en quelques semaines. Il avait annoncé qu'il réglerait le conflit en 2 jours. Non, mais je veux dire, il y a des gens qui meurent sous les bombes. On peut pas... Mais il veut arrêter la guerre. C'est là où il a pas de Il a compris que Poutine le baladait, c'est bien qu'il se réveille. Il n'a pas de surmoi. Quand vous avez des gens qui meurent à cause de vos responsabilités, entre guillemets, en Ukraine... ou d'autres, parce qu'il y a les Américains qui ont perdu leur job, etc. Vous dites pas, moi je suis très content. Voilà, et ça montre quand même une forme de manque d'empathie qui est la caractéristique du personnage. On se retrouve dans un instant et on continue de parler de ces 100 jours de Donald Trump. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Nous parlons aujourd'hui des 100 jours de Donald Trump. Alors Mehdi Raïch, on vous a pas entendu sur le sujet. C'est difficile parce que tout a été un peu dit sur le sujet. Par contre, la manière dont je vois Donald Trump, c'est que pour moi c'est un dealmaker. Il fait de la politique comme il fait des affaires. Et je pense que ça on l'a pas compris, notamment lorsqu'on a analysé la campagne, la dernière campagne des présidentielles, de la présidentielle aux États-Unis, on n'a pas vu ce sujet-là chez Donald Trump. L'autre point, ce qui moi m'intéresse, c'est que je le vois comme un atomiseur de la vie politique. On parlait tout à l'heure de personnes qui devaient être hors du système pour casser le système. Il est cette personne au fond. Il a quelque chose. On oublie de le dire chez les États-Unis, mais ils ont vraiment un vrai attachement à la liberté et aux héros romantiques qui adorent la liberté. Et Donald Trump, je trouve qu'il incarne parfaitement ça dans toute sa splendeur et ses écarts. C'est pas un personnage que j'aime, ni sur le fond, ni sur la forme, mais il faut reconnaître qu'il a cette capacité à lui-même faire le jeu. C'est lui le jeu. Il se place de manière à ce que tout se passe autour de lui, et il casse le paradigme, en fait, il casse la politique comme on peut en faire d'habitude. Et c'est pour ça que je vois comme un atomiseur, un changement, un game changer. Mais est-ce qu'il change vraiment le jeu ? Au-delà des déclarations, quels sont les effets concrets, puisqu'il est revenu sur pratiquement tout ? Il déplace les pièces comme personne ne les déplace. Ça peut être très violent, on le voit, la situation avec la Chine. Il est toujours dans le rapport de force, on se défend, il dit une chose, puis après très vite... Est-ce qu'il y aura des droits ? En 100 jours, on n'est pas encore en capacité de totalement voir les résultats que ça aura. Peut-être que ça va totalement... faire pchit. Peut-être que ça sera une réussite totale sur le long terme, ou peut-être totalement l'inverse. Mais force est de constater qu'il arrive à changer les règles du jeu.
et a bougé les pièces d'une manière. La situation en Ukraine a commencé à s'enliser. Le fait qu'il rentre et qu'il soit élu a totalement changé la donne. On est dans une autre dynamique à ce niveau. Donc, il y a quand même quelque chose d'intéressant chez lui à ce niveau. Moi, il me semble qu'il est quand même aussi en train de découvrir assez rapidement qu'il n'est pas complètement le maître du monde et qu'il peut aussi y avoir des résistances face à ses désirs, à son désir d'omnipuissance. Quand il dit que Poutine est peut-être en train de le balader, c'est une prise de conscience à un moment assez étonnante de la part du président de la première puissance mondiale. Donc il découvre que finalement, il fait pas forcément ce qu'il veut. Il y a d'autres joueurs sur l'échiquier mondial. Je trouve que le résultat de l'élection canadienne aussi, de ce point de vue, est intéressant parce que Mark Carney, c'est ça, c'est la résistance, c'est parce qu'il s'est fait l'incarnation de la résistance à la volonté d'annexion de son pays qu'il a été élu de manière aussi importante, aussi spectaculaire. Donc il découvre qu'il y a des résistances à son jeu très personnel et sa volonté de bousculer, de pulvériser le monde. Ça montre qu'il faudrait quand même moderniser Montesquieu, parce que l'équilibre des pouvoirs avant c'était entre l'exécutif et le législatif. Aujourd'hui, c'est entre le président des États-Unis et les marchés. Parce que ce sont bien les marchés qui ont obtenu, au sens global, qui ont obtenu un recul. Puis la deuxième chose, c'est que ça montre qu'on vit quand même dans un grand empire néo-américain, puisque c'est pas la première fois, on l'avait vu sur l'avortement, on l'avait vu sur d'autres sujets, mais là, on a une réaction politique, c'est-à-dire qu'en réalité, l'élection d'un président américain provoque un changement politique au Canada. Et donc, il faut se poser la question si en 2027... je dirais, les répercussions économiques ou politiques de la politique de Trump va avoir un impact sur la manière dont les Français vont voter. Il a des remous qui sont incroyables, jusque dans les autres pays. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, ce qu'il faut noter, c'est que ceux qui sont précipités pour l'investiture de Trump dans la classe politique française, qui se sont pris en photo, qui ont fait des vidéos, aujourd'hui, ils sont un peu gênés aux entourdures. Ce qui n'a pas été le cas de Marine Le Pen. Non. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que quand elle a récolté la décision de justice qui est la sienne en attendant l'appel en juillet 2026, Trump s'est fendu d'un communiqué en disant... Mais comment est-ce qu'on peut, dans un pays démocratique, empêcher cette candidate de se présenter ? Donc oui, vous avez raison. En fait, l'impact des déclarations de Trump ou de l'administration américaine sur la vie et l'avenir de nos démocraties et de nos élections, c'est pas du hacker informatique. Non, c'est simplement le poids est tellement considérable que oui, tout ça peut avoir un rôle. Je voudrais quand même ajouter un point qui est quand même central dans ces 100 jours, qui m'a beaucoup choqué. Le fait que le principal conseiller du président des États-Unis puisse, gagnant de la Seconde Guerre mondiale, puisse, dans un débat allemand, prendre la défense de l'AfD, parti néo-nazi, prouve qu'on a quand même changé d'époque. C'est-à-dire que le consensus politique autour de la Shoah, autour de la Seconde Guerre mondiale, je dirais l'alliance en réalité, pour moi elle est morte, en tout cas psychologiquement, à partir du moment où la principale puissance mondiale s'affranchit de ses règles. Oui, c'est un peu l'ère du post-collectivisme. S'interroger sur le caractère encore de grande démocratie de ce pays avec Trump. Vous parliez de la séparation des pouvoirs de Montesquieu. C'est dans les dictatures qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. C'est dans les régimes illibéraux qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Mais ça ne remet pas en cause la grille de lecture de Montesquieu. Ça met en cause l'évolution des États-Unis. Il ne fallait pas présenter deux octogénaires, deux septuagénaires à âge avancé à une élection. C'est qu'entre un gâteux et un fou, ils ont choisi le fou. Mais c'est pas vraiment. Elle n'était pas gâteuse, Kamala. Moi, je suis pas d'accord sur la notion d'illibéral. Oui, mais finalement, c'est Kamala, qui l'avait face à lui. Mais en revanche, c'est une élection, je pense, qui a totalement enlevé les corps intermédiaires. Ça s'est fait d'une manière tellement directe. On a l'impression que Donald Trump, il est carrément une émanation du sentiment américain. Il a l'impression il y a ce côté héros chez lui, un peu héros romantique. Il y a même un peu des fois caricatural, mais à l'extrême. Mais il est ça. Et il peut incarner effectivement à terme une forme d'illibéralisme dans la manière de pratiquer les institutions, le pouvoir, la politique, tout ça. Mais ça, on est plus dans la conséquence. Mais dans la manière, dans la cause, ce qu'il a amené, pour moi, c'est une forme de démocratie totalement directe. En fait, ça a été une réponse directe à quelque chose que les gens ou les politiques traditionnelles aux États-Unis, que ce soit démocrates ou républicains, n'ont pas su sentir. C'est consulaire, c'est bonapartiste. Après, on peut aussi s'interroger dans les universités. Il a mis aussi le holà à la dérive wokiste. Vous connaissez bien le sujet. Moi, j'applaudis des deux mains, si vous voulez. Parce que le wokisme avait pris une telle importance dans les facs américaines
c'en était devenu pour ceux qui ne portaient pas le mouvement dans leur cœur ou qui en étaient victimes. C'était une véritable chasse aux sorcières. Il faut le dire, Valérie, il faut le dire. Ça a été extrêmement puissant. Mais ça va être très compliqué pour les universités aujourd'hui. Vous avez raison. 2 milliards le en moins retour pour de Harvard. balancier est tout aussi brutal et tout aussi violent de la part de Trump. Mais je pense qu'on s'est trompé sur une chose, comme souvent en France ou en Europe, c'est qu'on considère que les États-Unis, c'est la côte Est et la côte Ouest. Alors que les États-Unis, c'est pas ça du tout. Et que la plupart des gens qui vivent l'État profond américain, les Américains, j'allais dire de base, ils ont jamais goûté le wokisme. Au contraire. Donc voilà, il est le porte-parole, oui, il est l'émanation de ce contre-mouvement conservateur qui est violent parce que la prise de contrôle du pouvoir par les wokistes a été d'une extrême violence dans le monde académique aux États-Unis. Un peu une réponse bête et méchante, mais il est une réponse en fait à tout ça. Après, la réponse, effectivement, n'est pas forcément adaptée. Quand on voit que le producteur de 60 Minutes a démissionné parce qu'il estime qu'aujourd'hui, il ne peut plus faire une émission qui a une 50aine d'années, ne peut plus produire cette émission parce qu'il est clairement visé par Donald Trump, ça pose aussi des questions bien sûr, de liberté d'expression et autres. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.